Nous sommes samedi soir, il est 21h. Christophe, brigadier à la police secours de Roubaix depuis 9 ans, démarre son service. Bonsoir, TN59, sortie de PS 121 Alpha 4, vacation de 21h10 à 5h20. Pendant ces 8 heures de ronde, le brigadier va arpenter les rues de cette ville qu'il connaît comme sa poche. Et le samedi en général, Christophe ne manque pas de travail. C'est différent, ouais, surtout le week-end. Les gens sont un peu plus alcoolisés, tout ça, donc... Puis après, des tapages, des perturbateurs aussi, des jeunes qui font du bruit. Cela fait à peine 10 minutes que l'équipe a quitté le commissariat et Christophe est appelé en renfort. Transmettez pour 121. Des collègues de police secours viennent de tomber sur un homme blessé au visage. Il vient d'être agressé par une bande du même âge que lui. Arrivé sur place, Christophe prend l'affaire en main. Vous êtes fait démonter, ouais. Je suis fait démonter, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Ils sont trois contre vous, vous voulez faire quoi? Le jeune homme refuse de se faire soigner. Il n'a qu'une idée en tête. Mes frères, ils arrivent, on va rigoler. Mais ça sert à rien. Se venger. Pour éviter ça, Christophe et ses collègues font tout pour le calmer. Mais le brigadier a tout juste le temps de monter dans sa voiture. Le jeune homme vient de mettre ses menaces à exécution. Cette fois, c'est dans cette station de métro voisine qu'une nouvelle bagarre menace d'éclater. Quand Christophe et ses hommes arrivent sur les lieux, ils découvrent une situation au bord de l'explosion. Le jeune homme blessé qu'il vient de tenter de calmer a rameuté toute sa famille. Et il s'apprête à se venger sur cette bande de 4 jeunes. Pour reprendre la situation en main, Christophe tente d'isoler celui qui est le plus menaçant, c'est le grand frère du blessé. Tonfa, bombes lacrymogènes et même flashball. Les intimidations des policiers semblent n'avoir aucun effet sur cette famille déchaînée. Elle se retourne même contre les policiers. Et cette jeune femme, la petite sœur du blessé, n'est pas en reste. Pour se sortir de cette situation critique, les policiers n'ont qu'une solution. Utiliser leur gaz lacrymogène. Mais tout dégénère quand les hommes de Christophe vont demander au père de la famille de quitter la station. Pressés que l'affaire se termine, les policiers poussent un peu plus fermement le papa vers la sortie. Ce qui déclenche cette fois la fureur de sa fille. Elle frappe un policier au visage avant d'être difficilement maîtrisée. Pour cet accès de violence, la jeune femme va être conduite au commissariat. Mais une fois encore, la famille vient à la rescousse. Cette fois, c'est son frère qui tente de la libérer. Sortis de la station, les hommes de police secours croient enfin en avoir terminé. C'est sans compter le jeune homme, avec qui toute l'affaire a démarré voici une heure. Il semble vouloir encore en découdre. Mais cette fois, les policiers contrôlent la situation. Un samedi soir, hélas ordinaire, pour Christophe. On a essayé de gérer le truc, il y a eu des violences sur un collègue, donc lors de l'interpellation, ça a dégénéré à fond. On a dû évacuer tout le monde, donc on les a évincés un peu difficilement, mais au final, le calme est revenu. Le jeune homme ne se calmera pas avant plusieurs heures. Sa sœur a été placée en garde à vue et accusée de rébellion contre les forces de l'ordre. L'année dernière, plus de 700 faits de violence sur la voie publique ont été recensés à Roubaix. Ancienne cité aux industries prospères, Roubaix connaît depuis un taux de chômage record et une criminalité qui explose. Police! Dans cette ville classée zone de sécurité prioritaire, les 400 policiers du commissariat central se mobilisent pour reconquérir le territoire occupé par les délinquants. Allez-vous pousser dans l'opération de police? En quelques années, Roubaix est devenu un haut lieu du trafic d'herbe et de cannabis. Dans cette ville pauvre, certains dealent pour survivre et d'autres montent des business en toute impunité. Roubaix, tu peux tout acheter, tu peux tout vendre. Même du plutonium. Mais la drogue amène souvent d'autres problèmes de criminalité.
notamment les cambriolages. Avec Fred et Jean-Philippe, vous verrez comment ce fléau fait voler en éclats certaines familles. On a tout fait pour toi ici. Je t'ai dit, j'ai rien à voir, Allah. Et les délinquants sont de plus en plus jeunes à Roubaix. Pour prévenir cette violence, la police intervient dès l'école. Quand les professeurs sont dépassés, c'est le brigadier Robert et son code pénal qui débarquent. Tu t'appuies pas contre le mur et tu me dis pas c'est bon. Violence, drogue, cambriolage, enquête sur l'envers du décor de l'ancienne ville, aux 1000 cheminées. En première ligne toutes les nuits, Christophe sillonne les rues de Roubaix. Dans la 3e ville du Nord, pour la police, il n'est pas toujours facile de faire respecter la loi. Il n'y a plus vraiment de notion de respect. Les jeunes maintenant, ils voient la police, peu leur importe, hein, ils font leur show devant. Donc on essaye de leur mettre des barrières, mais ça marche pas toujours. Cette voiture vient de griller un stop à la barbe de Christophe. Mais en plus, le brigadier a surpris le passager lui adresser un geste obscène. Il décide de l'arrêter. C'est quoi ce fuck là que vous faites, ce doigt là? Bon, Vous avez un problème avec la police? regardez. Non, faut descendre. Vous allez descendre, ouais. Le passager tient à peine sur ses jambes. Il a visiblement consommé beaucoup d'alcool. Donc on voit, il est complètement alcoolisé. Le conducteur avait fait une infraction routière avant. On était en intervention, on allait passer, mais là, il va être verbalisé et on va s'arranger avec ce monsieur. La femme de l'homme au t-shirt jaune ne semble pas prête non plus à lui pardonner. Chauffe ma gueule, moi, espèce de connard, frère. Marié ou pas marié, j'en ai rien à foutre, moi. Elle décide de finir la nuit à pied. Et c'est le conducteur, en réalité le frère de l'homme habillé en jaune, qui va devoir assumer toutes les conséquences. Bon monsieur, vous allez être verbalisé pour le stop, la faute de votre frère. Nous on ne prend pas en outrage, ça ne servira à rien. Ça vous de régler ça demain avec lui. Au moins il paiera l'amende, mais c'est vous qui allez avoir les points pour votre frère. C'est-à-dire Pour l'instant, vous parlez pas, monsieur. Vous parle pas, vous monsieur. Si le conducteur a bien compris le message, son frère, lui, n'est plus en état de se contrôler. Donc c'est 6 points dans le dessus, quoi. Et encore, on pourrait pousser le contrôle un peu plus loin. Je sais, monsieur. Ok? Merci beaucoup, monsieur. Christophe ne le sait pas encore, mais une fois de plus, l'affaire ne va pas en rester là. Quelques minutes plus tard, l'équipage de police secours est appelé pour conduire à l'hôpital un homme en état d'ébriété. Il aurait menacé des passants. Surprise, c'est une vieille connaissance de Christophe. Qu'est-ce que tu me pousses, toi? Ah, je suis prends où, toi? Le jeune homme ne veut pas se laisser faire. On est à 4. Faut bien qu'on monte, non? Ah, bouge, wesh. Allez! Oh, dégage. Ah ouais, les véhicules sont pas trop adaptés, mais sinon ça va. Monsieur, bah, il est content d'être avec nous, visiblement. Je t'emmerde. Donc voilà, Je on t'encule, va ramener coco. le CH pour les collègues. Et voilà. Content du service public, monsieur? Excellent. Excellent, la preuve. Voilà. Mais vous allez voir qu'ici, les contrôles routiers peuvent très vite dégénérer. Cette nuit-là, un policier de la brigade anticriminalité a tiré 5 coups de feu dans les pneus d'une Clio noire qui venait de foncer sur sa patrouille pour éviter le contrôle. Au passage, un de ses collègues a été légèrement blessé. Au commissariat central, l'enquête a été confiée à Laurent, le chef de groupe de la BRAP, la brigade de répression des atteintes aux personnes. Le conducteur de la voiture noire, un prénommé Farid, était déjà fiché et les policiers viennent de le localiser. Ce matin, ils partent l'interpeller. Ah, on est parti. Le suspect habite dans ce quartier populaire de Roubaix. Laurent espère le trouver chez lui. On va voir s'il est présent pour qu'il nous explique un peu ce qui s'est passé. T'as la sonnette. L'homme ne répond pas, mais Laurent et ses collègues restent sur leur garde. Avec lui, ses 4 équipiers munis de gilets pare-balles, la main sur leur arme. Le suspect est dangereux, il l'a déjà montré, il faut l'interpeller au plus vite. Là, comme il n'y a personne qui nous ouvre et qu'on pense que l'auteur des violences volontaires sur les collègues est à l'intérieur, on va
forcer la porte à coups de bélier. Et puis on verra s'il y a du monde à l'intérieur. Police! À l'intérieur, la maison semble abandonnée. Les policiers espèrent avoir plus de chance à l'étage. Cela ressemble à un squat, mais Farid le suspect semble dormir ici régulièrement. Hélas, ce matin, aucune trace de lui. Attends, on va prendre des gants et tout. Les enquêteurs procèdent alors à la perquisition des lieux. Ce que cherche Laurent en priorité, c'est faire le lien entre l'individu et la voiture qui a percuté son collègue la nuit dernière. Je cherche la clé de la Clio surtout. Ou les papiers de la Clio qui peuvent rattacher à la Clio. C'est-à-dire que si on retrouve les papiers du véhicule vus hier par les collègues dont la plaque d'immatriculation a été relevée, il va falloir qu'il s'explique en audition, savoir si c'est bien lui qui conduisait ou pas. Au beau milieu de ce capharnaüm, c'est une épingle dans une meule de foin. Pourtant, au bout de quelques minutes... Tiens, une carte de Clio. Clio, c'est par carte ou clé? Ça dépend des modèles. La bonne clé ou pas, l'enquête le dira. En tout cas, les hommes de Laurent passent la maison au peigne fin. Chacun de ces documents administratifs triés par Fred peut devenir une preuve. Faut rien laisser au hasard. Et, il suffirait d'un petit détail, un papier avec une adresse mentionnée ou autre. Tout renseignement peut être utile à l'enquête. C'est dans une des chambres que les policiers vont découvrir ce qui pourrait donner une autre tournure à l'affaire. Au fond de ces sacs, des gilets pare-balles et des armes automatiques. Mais en réalité, des jouets pour le paintball. En soi, c'est pas suspect, simplement c'est l'utilisation qu'on peut en faire. L'utilisation qu'on peut en faire. Une réplique d'arme automatique comme ça, sur un commerçant, ça le fait, quoi. Aujourd'hui, un braquage sur 2 en France est réalisé avec ce genre d'armes factices. Les policiers n'ont pas perdu leur temps. Ils quittent les lieux, 4 sacs et une valise remplis de preuves potentielles. Le suspect, en revanche, lui court toujours. Et une fois la porte réparée par un serrurier, Laurent va devoir exploiter une autre piste. On construise nos recherches là, sur cette voiture, voir où elle peut être. Et puis, on verra après. Sur la route du commissariat, Laurent et ses collègues décident de rester vigilants. Et ils vont avoir beaucoup de chance. Au détour de cette rue calme, ils repèrent la voiture recherchée. C'est foutu, hein? Comme quoi l'expérience du terrain des collègues, c'est vachement important. C'est la bonne voiture, c'est la voiture. Donc c'est bon ça. Les plaques correspondent bien à la Clio qui a heurté leurs collègues. Les impacts des balles du policier sont encore visibles. Mais c'est surtout l'état de la carrosserie qui fait avancer l'enquête de Laurent. Les traces sur le capot sont aussi intéressantes parce que ça prouve bien ce qu'ont raconté les collègues, que donc un collègue a dû être percuté par l'avant, le capot rayé par son ceinturon ou un autre objet de sa tenue vestimentaire. Et puis voilà, on voit que le collègue a fait usage de son arme pour justement bien arrêter le véhicule alors qu'il était menacé, enfin, que son collègue était menacé par le conducteur. Reste maintenant à comprendre comment le véhicule est arrivé là. Laurent décide d'interroger les voisins. Et il espère que dans cette rue bordée de pavillons, la voiture n'est pas passée inaperçue. J'étais en train de regarder la télé, Ouais. un film érotique, pour ne rien vous cacher, et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit comme si une moto accélérait d'un seul coup. Puis ça c'est... Après, j'ai plus rien entendu. À quelle heure il a commencé votre film 23h15. Et on 23h15. on était au début ou à la fin ou au milieu? Je pourrais pas vous dire, je Vous vous souvenez plus? À quelle heure tu t'es couché, Loulou, déjà? À 1h. À Une 1 heure. heure, donc c'est entre les deux. Entre minuit... Entre minuit et 1h? Ouais, À peu près? minuit et 1h. Ouais. Avec le témoignage des voisins, les constatations faites sur la voiture, l'enquête de Laurent vient de bien avancer. Mais pour la conclure, il lui faut maintenant impérativement retrouver Farid, le conducteur. Cet après-midi au commissariat, c'est Sébastien qui prend le relais. Le gardien de la paix connaît déjà le nom du suspect. Ce jeune homme a tout juste 18 ans et il pourrait se rendre chez ses parents. Alors, pour trouver leur adresse,
le policier envoie une demande de renseignement à tous les organismes sociaux ainsi qu'aux opérateurs téléphoniques. Accès à différents fichiers, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut faire des réquisitions auprès de ces organismes pour pouvoir accéder à ces informations. Et les réquisitions de Sébastien vont porter leurs fruits dès le lendemain. Lolo, tu peux venir s'il te plaît? Sébastien est content. Il vient de récupérer l'adresse familiale de Farid, mais surtout son numéro de téléphone portable, avec la liste de ses appels et sa position géographique au moment où il l'est passé. En langage technique, on appelle ça une fadette. Alors, donc au moment des faits, le 18 juin vers 1h du matin, là, il bande bien sur l'endroit des faits. La fadette confirme la présence du suspect au moment où le policier a été renversé. Mais surtout, Laurent et Sébastien découvrent qu'il a dormi la nuit dernière chez sa mère. Donc il dort chez lui. Et visiblement, le jeune homme sait que la police le recherche. Il quitte les lieux avant l'aube. Il dort chez lui puis s'en va à 5h en pensant qu'on va l'interpeller à 6h. Peut-être, mais il repasse à la maison. Voilà, ouais. Pour Laurent et Sébastien, pas une minute à perdre. Ils décident de l'interpeller l'après-midi même. Épaulé par quelques hommes de la BAC, Sébastien s'apprête à entrer chez la mère du suspect à l'aide d'un bélier. Il n'en aura pas le temps. La porte était entrouverte et les policiers en profitent pour s'engouffrer dans la maison. La famille n'a pas le temps de réagir et Farid est arrêté dans son lit sans avoir pu résister. C'est qui? C'est lui? C'est bon, c'est bon. Régis, positif. Le garçon est tout juste majeur, mais il ne semble pas impressionné par la démonstration de force des policiers. Ce n'est pas sa première arrestation. Il sera emmené au commissariat pour être interrogé, sans un regard de sa mère. C'est Sébastien qui va se charger de son audition avec son collègue Thomas. Pour se défendre, Farid a demandé la présence d'un avocat. Mais vu les preuves accumulées contre lui, les deux policiers espèrent des aveux rapides. Donc, je t'avise du motif de ta présence ce jour en garde à vue. Pour des faits donc de refus d'obtempérer, violence volontaire avec arme par destination, ce sont des faits commis le 18 juin 2013 à... Tu veux t'expliquer sur les faits? Tu veux garder le silence? Non, je vais m'expliquer. Ok. Le garçon ne semble pas prêt à tout dire. Il vient de comprendre, ce qu'on lui reproche est grave. Alors il va essayer de se faire passer pour une victime. Après, je sais qu'une voiture, elle s'est mise à côté de moi. Et a ouvert la porte. Là, j'ai vu que c'était des keufs, t'as vu. Et il y en a, il est venu, il a tiré direct sur la voiture. Le conducteur, il est venu, il a tiré direct sur la voiture. Selon lui, la police aurait tiré sans raison et il n'aurait écrasé personne. De plus, il prétend avoir été seul dans la voiture. Face à la désinvolture du jeune homme, Thomas et Sébastien décident de lui mettre la pression. Quand ils sortent de leur voiture, t'es à l'arrêt et tu vas me faire croire que comme ça, ils prennent leur pétard et ils tirent dans tes pneus. Mais enfin, mais atterris. Vous avez peur que je reparte? Mais ils avaient peur de rien, mes collègues. T'as démarré et là, ils ont tiré pour arrêter la voiture. Pour faire le héros, ton pote vas-y dégage, parce que t'as fait. T'as accéléré, t'as chuté le fonctionnaire de police. Et là, notre collègue, effectivement, il a tiré, il a crevé tes pneus, t'as fait 300 mètres, t'as lâché la voiture et vous êtes barré. Voilà ce qui s'est passé. Et donc là, on n'est plus sur un refus d'obtempérer et des violences volontaires, on est sur une tentative d'homicide. Tentative d'homicide, un délit passible de 30 années de réclusion. Les policiers espèrent que cette perspective va pousser Farid aux aveux. Et le sentant fragilisé, ils abattent leur dernière carte. Nous, on a un collègue qui a été vu par un médecin légiste, expert, qui constate des blessures, mon collègue. On fait des constatations sur la voiture où on trouve des traces. Comme quoi quelqu'un est passé sur ce capot. D'accord? Et toi, tu nous dis, j'ai pas vu que quelqu'un est monté sur mon capot. C'est limite, c'est pas possible. Ou alors il a touché mon rétro. Non, non, on parle du capot. Sur le capot, il y a des traces. Donc, tu l'as bien renversé. Le jeune homme accuse le coup. Mais malgré tous les efforts de Sébastien et Thomas, ils refusent de reconnaître les faits. Ah, moi, je ne l'ai pas renversé. Maintenant, si je l'ai renversé, c'était involontaire. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et dans la voiture, j'étais tout seul. T'es dans la merde. On a tout. On a tout. Ah, vous avez tout. Bah. Voilà, on a tout. On sait avec qui t'étais tout ça. Maintenant, toi, t'es en train de t'enfoncer parce que tu veux pas... Tu veux mourir en héros, c'est très bien. Vas-y, tu veux protéger tes potes. Fais ce que tu veux. Farid ne donnera jamais le nom de son complice.
il ne reconnaîtra pas non plus avoir renversé le policier. Jugé quelques semaines plus tard, il écopera d'une peine de 18 mois de prison ferme. Le policier blessé a quant à lui repris ses fonctions quelques jours plus tard. Mais à Roubaix, une grande partie des délits est liée de près ou de loin au trafic de drogue. Même si la ville n'est pas une plaque tournante aussi importante que l'île sa voisine, ici cannabis, herbe et même cocaïne s'achètent très facilement. À la brigade des stupes du commissariat, on ne sait plus où entreposer la drogue saisie et en attente d'être détruite. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Franck et Michel viennent de recevoir une lettre anonyme qui dénonce un dealer. Après avoir mis l'homme sur écoute pendant quelques jours, les deux enquêteurs sont prêts à aller le cueillir. Le lendemain matin, 7 h, Rodrigue, le patron des stupes, briefe ses hommes avant l'interpellation. On recherche essentiellement de l'herbe, cocaïne. On prend les portables et tout ce que vous trouvez intéressant pour l'enquête, on le prendra. On a les béliers. Et puis après, on respecte les consignes de sécurité. Faites attention à vous. Le dealer a déjà fait de la prison pour des cambriolages à répétition. Alors les policiers se déplacent en force. Alors on y va les bilous tout colle. Et Franck et Michel vont essayer de le surprendre dans son sommeil. Pour éviter que le dealer se débarrasse de la drogue qu'il entreposerait chez lui, Franck a convaincu le propriétaire du logement de lui confier les clés. Et c'est ici qu'il doit les récupérer. La clé de son appartement directement. C'est quoi ton nom déjà? Ok, ça marche. Donc apparemment on a les clés du logement. Ça nous permettrait de rentrer dedans sans devoir casser. Tiens, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais le stratagème de Franck pour permettre aux policiers de rester discrets va tourner à la galère. Impossible d'utiliser la clé, le dealer a laissé la sienne dans la serrure. Alors retour aux vieilles méthodes. Inquiété par le bruit, le locataire finit par ouvrir la porte. Les policiers en profitent pour se jeter sur lui. Déplacement en garde à vue. Ok, il est exactement 7 h 35 dans le cas d'un trafic de produits stupéfiants. On est d'accord? Vu la taille du studio, la perquisition est rapide. En quelques minutes, Franck trouve près de 800 € en liquide. Une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale. Bon, en fait, c'est de l'argent qui a été retrouvé dans la veste de monsieur, là. Mais bon, il nous déclare qu'en fait, ça provient de son RSA, apparemment de ses économies pour payer son loyer. Donc, bon, c'est à définir. Hein. On va voir s'il a des justificatifs pour en prouver de cette somme d'argent. Maintenant, moi, perso, je me balade pas chez moi avec ça dans mes poches. Le problème, c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis, à peine dissimulée dans cette boîte en carton. 92 grammes, plus de l'argent en liquide. Pour les policiers, cela suffit à prouver le trafic. D'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé. Pour Franck, c'est une bonne prise. Maintenant, bon, l'enquête qui continuera dans les prochaines heures nous amènera peut-être à découvrir d'autres choses, mais bon, pour l'instant, bon, on n'est pas mécontent. L'objectif est là, tout s'est bien passé, pas de blessés, c'est le principal. De retour au commissariat, c'est Michel, le collègue de Franck, qui va mener l'audition. Visiblement, le suspect a décidé de tout avouer. Qu'est-ce que tu vendais comme produit? Alors tu pouvais avoir de tout ça, ferme, coque, shit. Est-ce que tu as des associés? Non. Tu bosses tout seul, toi? Comment? Tu bosses tout seul? Alors t'achètes tous tes produits stupéfiants? L'homme a choisi de ne rien cacher. En habitué de la justice, il sait que ses aveux pourraient jouer en sa faveur devant le juge qui le convoquera au tribunal. Pour Franck, ce n'est qu'un dealer opportuniste qui trafique de petites quantités de drogue pour améliorer son quotidien. Là, il fait son petit mea culpa, et puis bon, ça devrait bien se passer, je pense. Y a pas de raison. Là, c'est plus un trafic survie qu'un trafic business, je pense. À voir, hein, on verra bien. En attendant son jugement prévu dans un mois, le dealer a quand même été placé en détention provisoire. Et vu son passé judiciaire, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Mais
Mais parmi les 500 affaires que traitent en moyenne les stupes de Roubaix chaque année, toutes ne se règlent pas aussi simplement. Dans ce bureau, Philippe, alias Bouddha. Depuis des mois, ce brigadier de 57 ans essaye de faire tomber une bande de dealers impliqués dans un gros trafic d'héroïne et de cocaïne. Son enquête, des dizaines de fadettes de dealers et d'heures d'écoute de toxicomanes, difficiles à décrypter. Ouais, tu vas dire, prends ce que je t'ai demandé hier. Oui, vas-y, à tout de suite. Ils sont de plus en plus méfiants dans leurs conversations téléphoniques parce qu'ils savent très bien que les écoutes téléphoniques, ça existe. Donc, ils parlent soit très peu au téléphone, soit en langage codé. C'est pourtant grâce à son travail sur ces écoutes que ce jeune homme vient d'être interpellé. Il a été dénoncé par les nombreux consommateurs que Bouddha a interrogés. Vous êtes mis en cause dans une affaire de cocaïne et d'héroïne, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà, depuis mars 2012. Mars 2012 oui, depuis mars 2012. J'ai pas dit que ça a duré 1 an, mais ça a duré 6 mois. J'ai entendu une liste de toxicomanes qui vous mettent en cause. Je leur ai servi physiquement, non? J'aimerais bien les voir, honnêtement. Le suspect a l'air sûr de lui. Jamais pris en flagrant délit, il sait qu'il peut brouiller les pistes. C'est sa parole contre celle de ceux qui l'accusent. Pour s'en sortir, il va sortir le grand jeu. T'aurais pu me reprocher, allez, je préfère encore le viol d'une femme. Je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui. Mais après vendre la cocaïne ou de l'héroïne, j'ai jamais été dans... Regarde dans mes interpellations, je suis un voleur, je suis pas un dealer. J'ai rien à voir. Il y a quand même 10 personnes qui ont été entendues. Sur les 10 personnes, il y en a quelques-unes qui te mettent en cause déjà. Je comprends. Vous avez l'impression que dans la rue, vendre de la cocaïne et de l'héroïne, c'est... moi, de notre vision à nous, moi, les gens de mon entourage, c'est de la merde. C'est un produit, je vous dis, mon oncle la consomme. Ma grand-mère, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu s'arracher les cheveux. Mon oncle, elle le retrouvait défoncé dans sa chambre avec des seringues. Et vous croyez que je suis un malade? Vous croyez que moi, à l'heure actuelle, je vais empoisonner les enfants des autres en sachant que certains, ils empoisonnent mes enfants? Rien à voir. Dans n'importe quel trafic de cocaïne et d'héroïne. Oui, tu me l'as déjà dit, oui. Ah, je vous le répète, parce que c'est... C'est la vérité, là. Tu signes là en bas, s'il te plaît. Cette fois, Bouddha n'a pas pu le faire avouer. Mais l'enquête de ce vétéran des stupes est loin d'être terminée. En attendant, le suspect en sera quitte pour 48 heures de garde à vue. Sûr de son impunité, il a accepté de nous parler. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils font pas le poids. Ils achètent des systèmes techniques pour nous, on brouille. Ils ont des grosses voitures, on a plus puissant, on a des armes, on a les mêmes en mieux. Franchement, Roubaix, c'est le top. Roubaix, tu peux tout acheter, tu peux tout vendre. Même du plutonium. Je te jure, tu peux tout acheter et tout vendre. Tout acheter et tout vendre. Tout. De l'arme de guerre à la pièce de la voiture, de la pièce de la voiture aux vêtements de luxe, des vêtements de luxe aux lunettes, des lunettes au coiffeur. Même le coiffeur, c'est une économie pas souterraine ici à Roubaix. Même les coiffeurs, ils se déclarent pas. T'as compris? On est souterrain. Deal, vol, recel, c'est toute une économie parallèle qui gangrène certains quartiers. Pour éviter que Roubaix devienne une zone de non-droit, voici 1 an, la moitié de la ville a été classée en zone de sécurité prioritaire. C'est même la plus grande ZSP de France. Cet après-midi, une bonne partie des effectifs du commissariat est réquisitionnée pour une opération spéciale dirigée par le commissaire Mathilde, 27 ans. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver avec un petit effet de surprise et de se faire un peu plaisir sur place, avoir le temps d'aller voir ce qu'on n'a jamais le temps d'aller voir. Et les matchs a aussi un peu des doutes sur des caches, on va aller voir aussi. L'objectif du commissaire, un quartier difficile, baptisé l'Alma, qui se trouve à quelques minutes seulement du commissariat. Les motards, le groupe de sécurité de proximité et même la BAC. Au total, plus de 50 policiers sont mobilisés. Un avion surveille toute l'opération. Et voici à quoi ressemble l'Alma. Des dizaines de petits immeubles HLM de 3 étages. Une réussite vue du ciel, mais un vrai labyrinthe pour la police qui s'y fait régulièrement caillasser par les délinquants. Surpris par le déploiement de force, aujourd'hui la majorité des jeunes battent en retraite. Mais certains n'entendent pas se faire chasser aussi facilement de leur territoire. Alors le commissaire Mathilde hausse le ton. Allez voir ailleurs, messieurs. Allez voir ailleurs, on est dans le quartier ici. Oui, vous allez vous pousser pendant l'opération de police.
Soyez polis, s'il vous plaît, qu'on vous respecte. Allez, dégagez-vous s'il vous plaît. On vous a demandé gentiment, on peut vous demander autrement, mais pour l'instant on essaie de le faire gentiment. S'il vous plaît. Là-bas, s'il vous plaît. Allez. De son côté, le capitaine Caroline a entrepris la fouille de certaines caves d'immeubles à la recherche d'objets volés ou de drogue. Mais ce qu'elle découvre, ce sont des dizaines de dalles cassées partout dans les parties communes. C'est une magnifique construction, il s'est fait plaisir, l'architecte à l'époque je pense. Puis il nous a fait des trucs avec des dalles qui s'enlèvent très facilement. Et ce qui peut servir de projectile, d'où la difficulté pour nous d'intervenir ici. Parce qu'ils enlèvent facilement les dalles et puis après, comme ils accèdent facilement au toit, ils montent sur les toits puis ils nous les balancent. Cave, coursive, toit accessible. La configuration des lieux est propice à tous les trafics et surtout aux guet-apens destinés aux forces de l'ordre. Sur les toits, les policiers découvrent des rangées de morceaux de dalles, des projectiles prêts à l'emploi que le commissaire Mathilde décide de faire immédiatement disparaître. Hop. Si on les enlève pas, c'est nous qui allons les prendre sur la tête. Hein. Donc parfois il faut être pragmatique et savoir sortir un peu de ses missions parce que de toute façon c'est un peu le système D et puis c'est avantageux pour tout le monde qu'on les enlève, il y en a pour 5 minutes et derrière c'est aussi la sécurité pour tout le monde. Ce jour-là, la fouille n'a rien donné. Mais la police a repris un peu de terrain sur les délinquants qui gâchent la vie des habitants du quartier de l'Alma. Et vous allez le voir, à Roubaix, ils sont de plus en plus jeunes. Fin d'après-midi, dans un véhicule de la brigade de sûreté territoriale. Mathieu vient d'être appelé pour une tentative d'effraction dans une maison du centre-ville. Ouais, TN59, c'est rue et on va se rapprocher. Avec Michael et Philippe, ils roulent à plus de 100 km/h dans les rues de Roubaix. Poste de police. Bien que la brigade soit sur les lieux 2 minutes plus tard, plusieurs voitures de police sont déjà là. Leurs collègues ont appréhendé 2 suspects. Et la surprise, il s'agit de mineurs d'à peine 14 ans, dénoncés par les voisins. Et comme des délinquants plus aguerris, ils finissent les menottes au poing. J'ai rien fait, monsieur. Le jeune garçon et son copain ont pénétré dans cette maison d'apparence modeste. Car derrière les briques rouges, c'est un magnifique loft, comme il y en a beaucoup à Roubaix. Un endroit que ces adolescents voulaient squatter avant de le cambrioler. La délinquance sur Roubaix, c'est quasiment 10-15 ans qui commence à monter dans les cambriolages, dans les vols de portables. Donc ça montre bien ce qu'on a à faire actuellement. Et malheureusement, après, par la suite, ceux qui deviennent raisonnables ou ceux qui deviennent pires, qui montent au braquage. Mais bon, pour l'instant, c'est des genoux. Ils se sont fait avoir. En réalité, ce ne sont pas 2, mais 4 mineurs, 3 garçons et une fille, qui ont été arrêtés par les policiers. Et presque tous sont déjà connus de leur service. Bon, est-ce que tu veux voir un médecin? Est-ce que tu veux voir un avocat? Placé en garde à vue par le capitaine Sébastien, ils ne semblent pas très inquiets à l'idée de passer quelques heures en geôle. Vu leur âge, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Comme ils ont un sentiment d'impunité, effectivement, ça devient un jeu, quoi. Bon, ils se font un peu engueuler, ils se font un peu chahuter quand ils viennent ici au commissariat. Mais après, même chez eux, au niveau des parents, ça suit pas, quoi. Pourtant, quand il s'agit de mineurs, la loi oblige les parents à se rendre au commissariat. Youssef est le premier arrivé. Pour lui, son fils a des excuses. Et voilà, là, il ressent quelque chose, il y a du frisson, il y a de l'adrénaline, il y a plein de trucs, quoi. C'est un jeu dangereux, quand même. Ouais, c'est un jeu dangereux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il se passe rien. S'il se passe rien pour eux, ben voilà, il faut qu'ils remplissent ce vide. Comme ils n'ont rien volé, les 4 adolescents ont été relâchés quelques heures plus tard, après un simple rappel à la loi. À Roubaix, une personne sur 4 mise en cause pour un délit est mineure. Alors, pour tenter de freiner le phénomène, la police a pris une initiative étonnante. Depuis 2010, comme une cinquantaine de policiers en France, le brigadier chef Robert est référent scolaire. Il aide les chefs d'établissement comme Nicole à gérer la discipline. Et ce matin, il a 2 problèmes à régler. Pour y arriver, sa seule arme, c'est son code pénal. Le jeune Kevin a l'air très détendu.
Pourtant, il vient d'insulter sa professeure de mathématiques. Robert va très vite lui faire comprendre la gravité des faits. Tu ne t'appuies pas contre le mur. Tu me sors ton carnet. Pourquoi? À la demande de la principale, Robert va tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Je suis policier. Tu as dit à madame, allez chercher la police, on est là. Et pourquoi on est là? Tu as quel âge? Tu vas nous donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on est policier. Face à cette autorité, le comportement de Kevin va progressivement changer. Le code pénal de Robert a des arguments imparables. Il est marqué « Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. 6 mois d'emprisonnement, c'est pour toi. Ça me casse les couilles, 6 mois de prison. Vous servez à rien, tu me crois pas? Si. Parce que tu as dit à madame, va chercher la police, maintenant on est là. Si tu me crois pas, je vais chercher l'enseignante, je lui demande de déposer plainte et on t'embarque tout de suite. Est-ce que tu réalises les conséquences de tes actes? Mais c'est la prof, là, à chaque fois quand je... C'est pas elle, la prof! Si tu suis tes cours, si tu vas pas sur YouTube, si tu dis pas ça me casse les couilles, si tu dis rien, la prof, elle t'embête pas. T'es d'accord avec moi? Ouais. Alors, t'as qu'à le faire. C'est pas ouais, c'est oui, monsieur. Oui, monsieur. T'es d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'il faut que tu fasses? Bah ouais, c'est bon. Alors attends, tu t'appuies pas contre le mur et tu me dis pas c'est bon. Parce que moi, il n'y a personne qui me dit c'est bon. Donc maintenant, si t'as pas compris, c'est tant pis pour toi. Qu'est-ce que je te dise? Bon. Cette fois, Kevin échappera aux sanctions habituelles. Pour la police, comme pour la principale de ce collège, ce rappel à la loi musclée vaut toutes les heures de colle. On essaye de garder en fait un cadre. Alors pourquoi j'élève la voix? Pour lui faire comprendre que c'est pas un gamin de 12 ans qui va commander. Pour les collégiens, le fait de voir venir des policiers référents dans l'établissement, ils sont extrêmement sensibles parce que ils n'ont plus très peur des adultes en général. Mais le fait de voir arriver le policier avec en main le code pénal, la loi fait peur aux enfants et là, ils réagissent. Dégradation, bagarre ou encore raquette, Robert ne chôme pas. Il intervient près de 600 fois par an dans les collèges et lycées du Grand Roubaix. Et de plus en plus souvent à cause des problèmes de diffamation sur les réseaux sociaux. Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, l'an dernier, forcément, ils m'ont vu quand je suis passé pour les problèmes d'Internet, et là, c'est un problème d'Internet. Bonjour. Si Robert est dans cette classe, c'est que certains élèves ont posté une vidéo sur Facebook où ils insultent leur professeur. Un délit passible d'amende. Il va leur prouver, là encore, code pénal à l'appui. En France, un mineur est pénalement responsable à partir de 13 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 13 ans, un mineur peut aller en garde à vue. Ça veut dire qu'un mineur peut aller en prison. Si les faits sont suffisamment graves pour le faire. Le code pénal, la Bible de Robert, il le maîtrise parfaitement. Si je dis une bêtise, tu lèves la main, d'accord? Donc tu vas lire en même temps que moi, ici, 433.5 du code pénal. Puni de 7 500 € d'amende, c'est ça? Pour les parents. Les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature adressés à une personne chargée d'une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Tu sautes un paragraphe, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Alors, ça, c'est rigolo la vidéo que tu as mis là. On fait quoi? On demande à ton enseignante de déposer plainte? Il y a marqué... donc tes parents vont payer l'amende. Tous ceux qui ont marqué les personnes qui aiment ça, ceux qui font des commentaires, c'est pareil. Vous êtes complices. Tous les référents scolaires n'ont pas la même méthode que Robert. Pourtant, ici à Roubaix, aucun parent n'a jamais trouvé qu'il allait trop loin. Nous avons voulu savoir si la remontrance avait été utile au jeune Kevin. Avec le policier, nous nous sommes rendus quelques semaines plus tard dans ce quartier populaire pour rencontrer son père. Quand il est rentré à la maison, ça l'a donné à réfléchir. Et là, je vois qu'il part sur de bonnes bases. Donc... Vous comprenez bien que j'ai pas envie de revenir plusieurs fois au collège parce qu'il fait des bêtises. Comme il est en 5e, si dans 2 ans et demi, vous m'appelez pour me dire qu'il a eu son brevet
et puis me dire que vous êtes content, bah là, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Ouais, gagner quelque chose, ouais. C'est ça qui est important. C'est un grand pas pour lui déjà. Non? Donc il faut te prouver à toi-même que tu vaux mieux que ça. Quoi. Hein? Robert semble avoir remis le jeune Kevin sur de bons rails. Au revoir. Au plaisir de plus te voir. Au revoir. Un nouveau genre de prévention qui pourrait peut-être réussir à faire chuter la délinquance de la ville. En attendant, le taux de criminalité à Roubaix reste de 10% supérieur à la moyenne nationale. Surtout à cause des cambriolages. Un véritable fléau, avec près de 500 effractions l'année dernière. À la brigade de répression des atteintes aux biens, c'est Jean-Philippe et Fred qui enquêtent sur ces affaires de vol, de trafic et de recel. Ce matin, ils se voient confier une affaire à laquelle ils ne s'attendaient pas. À première vue, la plus simple de leur carrière. Je vous en prie. Donc apparemment, vous ramenez une vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Cambriolé il y a quelques jours, le couple a filmé le lendemain matin du vol un curieux manège qui s'est déroulé presque sous ses fenêtres. Ils ont surpris des individus en train de charger dans cette voiture des affaires ressemblant étrangement à celles qu'on leur a volées. Des milliers d'euros de matériel de chantier. Le plus surprenant, celui qui semble mener la danse, n'est autre que le jeune Stéphane, le fils de leur voisin. Non, vous êtes les voisins, quoi. On est Non, mais là, l'affaire où on cambriole ses propres voisins. Oui, exactement. Tout à fait, quoi. Parce C'est que ça dit qui. toujours, se faire C'est cambrioler, c'est horrible, une chose, mais de savoir que c'est c'est le le voisin, voisin, là, voilà, c'est autre chose. On vit à côté quand même. En tout cas, vos images sont parfaites, qu'on a des plaques, on a des visages, on a tout. Non, mais ça tourne un peu, puis... Nous, après, on a une connaissance de nos délinquants et du secteur qu'il faut qu'on va pouvoir les identifier. Plaque d'immatriculation, visage. Pour la police, trouver les auteurs de ce cambriolage ne devrait maintenant plus poser de problème. Et pourtant, vous allez le voir, cette affaire ne fait que commencer. Le lendemain matin, l'adresse du suspect en poche, Fred et Jean-Philippe arrivent à son domicile pour l'interroger. Inconnu des services de police, il vit encore chez ses parents. Bonjour madame. Madame, bonjour. La sûreté urbaine. Il est là? Oui, dehors. D'accord, on lui reproche quelques faits de cambriolage. Bonjour, c'est la police. Tu vas te lever, s'il te plaît? Tu te doutes pourquoi on est là? Le jeune homme ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Mais le plus surpris, c'est son père, qui a tout sacrifié pour que son fils ne manque de rien. Dans le coin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Ah, il y a eu quelques faits de vol effraction et de choses comme ça, donc on va Une révélation insupportable pour lui. J'espère pour toi. Hein, tu ne manques de rien ici. T'as tout ce que tu veux. S'il te plaît. Calmez-vous, monsieur. J'espère pour toi. Calmez-vous. J'espère pour toi, parce que là, ça serait le comble les combles des combles. Bon, venez, monsieur. On a tout fait pour toi ici. Je t'ai dit, j'ai rien à voir, Wallah. Monsieur. Mais c'est pourquoi? Monsieur. Je sais pas, c'est... Tu sais pas? Monsieur. La police, elle vient à ma maison. Et de quoi on parle? La police, elle vient à ma maison. C'est un peu souvent comme ça, on nous interpelle. On a souvent protégé les gardés à vue de leurs parents, parce qu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire à leur famille, quoi. Parce que ça fait jamais plaisir, hein, de voir la police débarquer, quoi. Pour retrouver ce qui a été volé aux voisins, Fred et ses collègues fouillent sa chambre. Sans succès. Mais pour ne pas aggraver son cas, sa mère le pousse à avouer les faits. De toute façon, faut dire la vérité, hein, si tu veux t'en sortir. Faut dire la vérité, hein. Ah ouais, faut rien cacher, hein. C'est dans le garage que les policiers espèrent surtout trouver ce qu'ils cherchent. D'après la vidéo, c'est là qu'auraient été entreposés les objets volés. Le jeune homme est de plus en plus mal à l'aise. Fred en profite, il tente de l'intimider. Maintenant, t'es grand, tu vas prendre tes responsabilités. Je vais t'expliquer comment. Si t'as juste fourni un lieu pour stocker, t'as fourni un lieu pour stocker. On a tout. Donc je te dis, arrête, on connaît déjà le nom de tes comparses, on sait ce que vous avez trimballé, on a même la couleur des sacs. Donc arrête de jouer au con. J'ai rien mis dans le garage. Stéphane nie, mais la stratégie du policier va payer. Il finit par avouer que les sacs étaient bien chez lui. Les trucs volés et tout, ce jour-là, j'avais trouvé des sacs dans le garage. T'as fourni un lieu pour qu'ils stockent. Ils sont pas rentrés par l'opération du Saint-Esprit. Mais comment ils ont ouvert la porte de garage? Comment ils ont ouvert? Voilà. Fred a bien la preuve que le jeune homme a joué les receleurs dans cette affaire. Pour cela, Stéphane risque la même peine que les voleurs. Comprenant lui aussi l'implication de son fils, cette fois, le père craque. On est revenu de vacances. On est revenu de vacances.
te l'ai dit, cette voiture, c'est à qui? Hein? Quand il est venu, je te l'avais dit. Hein? Je te l'avais dit, mais bon Dieu, chez tes parents, tu m'amènes des voleurs. Chez tes parents. Si t'es pas un homme, toi, je te croyais un homme, hein. Je te croyais un homme. Il est sous notre responsabilité, faites pas de bêtises. De retour au commissariat, c'est Jean-Philippe qui va mener la première audition. Et après ce qu'il vient de se passer, il espère que le jeune homme va tout avouer. C'est toi qui as coudé, là. Ok. Alors, avez-vous participé au cambriolage chez votre voisin? Non. Non? Stéphane ne reconnaît pas le cambriolage. Simplement avoir retrouvé des affaires volées chez lui. Et il a une curieuse théorie pour expliquer comment elle serait arrivée là. En fait, la veille du cambriolage, je me suis aperçu de la disparition du bip pour ouvrir la porte principale de la résidence au moment où je voulais rentrer chez moi. Le jeune homme fait tout pour éviter de passer pour le cerveau du casse. Alors il charge un complice, Lucas. En possession de la fameuse télécommande, c'est lui qui serait entré dans la copropriété pour cambrioler. C'est qui m'a rendu le bip le lendemain du cambriolage de chez. Il m'a dit que je l'avais perdu dans la voiture de ses copains. Déjà connu des services de police, ce jeune homme apparaît aussi sur la vidéo. Les policiers vont l'interpeller le jour même pour obtenir sa version des faits. Bonjour madame, c'est la police, on va chercher... Qu'est-ce qu'il y a? On va chercher. Il est là? Il est là? Tu sais ce qu'on cherche? Les gros sacs là, que vous avez mis dans le 406. Alors arrête, j'ai des images, j'ai tout. Je vais te montrer, tu vas comprendre vite fait, au bureau. D'accord? Le jeune homme nie tout en bloc. Non? Ok, pas de souci. Fred reste calme. Il sait que tout va se jouer durant l'audition et son dossier est solide. Mais au commissariat, le suspect ne va pas être plus coopératif. Il a même choisi de se faire représenter par un avocat. Alors Jean-Philippe tente de le déstabiliser dès le départ. Regardez, ça vous rappelle rien? Cet été? C'est vous, ça? Hein? C'est vous? Obligé de reconnaître sa présence sur les lieux, il nie pourtant avoir volé le matériel. Et surtout, il n'a jamais détenu la télécommande qui a permis de faire entrer la voiture dans la résidence. S'il dit que c'est moi, je le rends. Pas mis en main propre son bip. C'est non, parce que je l'ai jamais rendu, j'ai pas mis son bip, il a toujours eu. C'est faux, c'est un menteur. Les versions des deux suspects se contredisent. S'ils veulent obtenir la vérité, les policiers vont devoir les opposer. On va refaire une petite audition? Dans le jargon judiciaire, on appelle ça une confrontation. Hélas pour les policiers, leur technique ne va pas si bien marcher que ça. C'est qui m'a rendu le bip le lendemain du cambriolage de chez monsieur. Il m'a dit que je l'avais perdu dans la voiture d'un de ses copains. Mais un simple regard de son complice sur lui, et Stéphane retourne complètement sa veste. Mais je sais plus c'était qui me l'avait ramené, c'était pas... Ah. Donc, pourtant c'est bien ce que tu m'as dit à l'origine. Ouais. Alors comment ça se fait que tu m'annonces ça maintenant? Ça t'est revenu ou... Ouais, moi tu l'avais oublié, que je connais même pas. Ah d'accord. Problème, cette version brouille encore plus les pistes. Impossible pour les policiers de savoir maintenant qui a fait entrer la voiture dans la résidence, mais surtout qui a réellement cambriolé la maison du voisin. Si tu nous mens, que ce soit cohérent jusqu'au bout. Comment est-ce que... Non, attends, je t'explique un truc. Je perds mon bip, même si tous mes potes savent que c'est mon bip. Le mec qui va me le ramener, il sait pas que c'est le mien. Déjà, il sait même pas que c'est à moi. Malgré la pression des policiers, Stéphane va même revenir sur l'intégralité de ses déclarations. Je savais pas moi que c'était des trucs volés dans mon garage, c'est pour ça que... Je te cite, j'ai retrouvé du matériel dans mon garage qui était entreposé. Je me suis douté que c'était le matériel de mes voisins qui avait été cambriolé. Jean-Philippe comptait beaucoup sur cette confrontation pour conclure l'affaire. Il sait maintenant qu'il n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Seules les empreintes ADN prélevées dans la maison pourront peut-être permettre aux enquêteurs de confondre les cambrioleurs. T'en as peur? Non, c'est pas question que j'ai peur, c'est question... Non mais t'en as peur. En fait, quand là, j'ai... T'en as peur? Non, ça n'a rien à voir, c'est quand là, on est en train de Attends, parler. je vais te dire franchement, il te jette un coup d'œil, d'un coup tu te flippes et tu veux changer tes versions. Il m'a montré... Attends, sinon si c'est ça, moi tout ce que j'ai fait depuis ce matin, ça sert à rien alors, parce que tu m'as raconté des babioles depuis ce matin. J'ai rien raconté je dis la vérité depuis tout à l'heure, moi je dis la vérité depuis tout à l'heure, c'est là. Bon, pour la suite, je vais faire un compte rendu au magistrat, avec tout ce qu'on a là, et on verra la suite des événements par rapport à ça, d'accord?
Quoi qu'il en soit, Stéphane et Lucas sont d'ores et déjà accusés de recel et ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. En attendant de comparaître devant le juge, ils ont été remis en liberté. Retour avec Christophe et l'équipe de police secours qui terminent leur service. Pour tous ces policiers, faire régner la loi dans les rues de Roubaix présente toujours des risques. Et en fin de nuit, ce qu'ils redoutent, ce sont les bagarres qui dégénèrent. Donc suite à la bagarre, la victime se serait réfugiée dans un appartement situé juste au-dessus du kebab. Et on aurait encore peut-être des individus dans les parties communes. Le problème, c'est que cette fois, les individus sont armés. Et Christophe ne va pas vraiment avoir le temps de se préparer pour intervenir. Lâche ça, lâche ça! Face à lui, 2 hommes se battent. Lâche ton couteau! Lâche ton couteau, je t'en mets une! Un jet de gaz lacrymogène permet aux policiers de désarmer sans danger l'homme au couteau. Mais en réalité, ce n'est pas une bagarre. Un ami essayait seulement de calmer le garçon après l'agression dont il venait d'être victime. Lâche! Par terre! Au sol! Au sol! Au sol! Pensant avoir arrêté un agresseur, les policiers le menottent sans attendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on était en train de faire une soirée, ils écoutaient des coups de pied à la porte, ça fait mon cousin, il est descendu, ils sont venus, ils l'ont frappé, ils étaient à 25, il a pris un coup de couteau ici. Son cousin, qui a pris un couteau à son tour pour aller se venger de cette bande. Christophe découvre une version à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Ouais, ce qui est compliqué, c'est de savoir qui est la victime, qui est l'auteur. Donc là, l'individu interpellé avec le couteau serait la victime au départ. Après, il s'est énervé, il s'est armé d'un couteau, c'est là qu'on l'interpelle. Le blessé s'en tirera avec quelques points de suture. Mais il sera quand même accusé de coups et blessures par arme blanche. L'enquête démontrera qu'il a aussi blessé quelqu'un durant la bagarre. Heureusement pour Christophe, les nuits de Roubaix ne réservent pas que des mauvaises surprises. Mais même quand de l'extérieur tout paraît calme, derrière les façades se cachent aussi des excès. Christophe se déplace dès qu'une fête dérange le voisinage. Et le samedi soir, c'est aussi chez les héritiers des grandes fortunes roubaisiennes que ça se passe. Non, Roubaix, c'est pas que des quartiers, bien au contraire, ou bien des beaux quartiers également. Tout le monde a l'image négative de Roubaix, mais il y a aussi c'est une ruche d'entreprise, il y a aussi des maisons de maîtres. Il n'y a pas que des jeunes désœuvrés. Le tapage n'est pas très important et les propriétaires ne se font pas prier pour baisser le son. Ça donne quand même pas mal. Ouais, fermer les fenêtres, baisser un peu. Cette fois, le service de Christophe se termine agréablement. Ah, on se croirait un petit peu à Cannes, comme quoi Roubaix, c'est pas que les quartiers, ouais. Ça nous change un peu. Au revoir. On aura fait notre descente du tapis rouge pour ce soir. Mais avec 11 000 crimes et délits recensés chaque année au commissariat de Roubaix, appel général. Le policier sait que la prochaine nuit apportera son lot de surprises.